Bonjour tout le monde. À cet endroit très précis où vous pouvez voir ce camion tourner, s'est déroulé un drame il y a quelques jours. Une cycliste, Sofiane, âgée de 32 ans, a perdu la vie sous les roues d'un camion. Certains médias ont relayé cet accident comme un simple fait divers, et ce que je regrette, c'est qu'aucun n'ait pris le temps d'enquêter un minimum sur les lieux pour essayer de mieux comprendre les circonstances de ce drame. C'est ce que j'ai pris le temps de faire avec ce sujet, et ce que j'ai pu découvrir va au-delà d'un simple accident entre usagers. Vous allez voir que l'aménagement a joué un rôle capital dans cette situation. Pour revenir sur les lieux, nous nous trouvons sur la place du Canada, dans le 8e arrondissement, à quelques pas des Champs-Élysées et de la Concorde. C'est de là que venait le conducteur du camion avant de s'engager sur le cours de la Reine, pour ensuite tourner à droite sur l'avenue Franklin D. Roosevelt. Et c'est là que la cycliste a été renversée. La première chose qui m'a choqué en me rendant sur place, c'est que cette bande cyclable, d'où venait la cycliste, s'arrête net en arrivant dans l'intersection. En prenant le temps d'observer, il y a plusieurs éléments intéressants ici. La présence d'un sas-vélo, même s'il est peu visible en raison des pavés où la peinture tient mal. Ce sas-vélo a notamment pour rôle de limiter le risque qu'un cycliste ou un piéton qui traverse se retrouve dans l'angle mort d'un conducteur de camion. Enfin, je dis normalement car ça dépend de la taille de ce sas-vélo et du placement des usagers sur celui-ci. Si le sas fait moins de 5 mètres comme ici et qu'un usager se positionne pour attendre au feu, sur le côté droit par exemple, il y a de fortes chances pour qu'il devienne invisible pour le conducteur du camion. C'est ce que j'ai découvert avec stupeur en vérifiant les angles morts d'un camion par rapport à ce sas-vélo avec ce schéma. Je vous conseillerais donc de vous arrêter bien au milieu et à l'avant du sas-vélo, jamais sur les côtés, et ce, même si vous allez à gauche ou à droite, car comme ça vous serez bien visible. Et c'est quelque chose que je ferai systématiquement dès à présent, car j'ai découvert ces nouvelles zones d'angle mort en réalisant cette vidéo. La taille de sas-vélo a donc un rôle important à jouer pour limiter ce risque de se retrouver dans cet endroit en particulier. Un autre point à noter, c'est que ce feu n'est pas équipé d'un M12, ce qui aurait pu permettre aux cyclistes de s'échapper de cet angle mort pour continuer à droite. Car de manière contre-intuitive, passer au rouge ici est moins dangereux que de patienter dans cet angle mort. Et d'après une enquête de Libération, les femmes respectent davantage le code de la route et se retrouvent plus exposés et surreprésentés dans ce type d'accident tragique. Car les cyclistes et chauffeurs démarrent au même moment au feu vert et leurs routes se croisent simultanément. Et c'est ce qui s'est passé ce matin-là, la cycliste a continué tout droit pour aller rejoindre son travail alors que le conducteur de camion, lui, a tourné à droite. C'est également ce que j'ai pu lire dans un rapport du BEA-TT, un organisme indépendant enquêtant sur les accidents de transport terrestre, où la même situation s'est produite en 2015. Un cycliste avait démarré au feu vert en même temps qu'un chauffeur de camion qui l'a renversé en tournant. Et les recommandations de l'organisme ont été de rappeler la nécessité pour les conducteurs de regarder avant et pendant l'exécution d'une manœuvre de changement de direction, dans tous les rétroviseurs utiles. Car je souligne qu'un cycliste n'arrive pas de façon magique dans un angle mort. Avant d'y arriver, il passera forcément dans le champ de vision du conducteur. D'où l'importance de garder un œil sur le rétroviseur avant d'effectuer la manœuvre à droite, car un usager pourrait rentrer dans cet angle mort avant que le feu passe au vert. Et quand le conducteur arrive au niveau du feu rouge, il est idéal qu'il s'arrête avant que les usagers qui sont devant lui disparaissent de son champ de vision. De plus, depuis ce début d'année 2024, tous les camions en circulation doivent se conformer à la réglementation européenne et être équipés d'un dispositif de détection d'angle mort, ainsi que d'un système automatisé de freinage d'urgence. Et ce, afin de limiter ce risque d'accident. Malheureusement, ici, soit le système n'a pas joué son rôle, soit le véhicule n'en a pas été équipé. Ça sera à l'enquête d'analyser ce point. Et le dernier point, c'est le virage. Le fait qu'il y ait une absence d'aménagement cyclable à ce carrefour est malheureusement monnaie courante à Paris. Mais c'est la présence de ce zébra qui a attiré mon attention. C'est quelque chose de vraiment peu commun dans les intersections parisiennes. C'est une zone où il est interdit de circuler et de stationner. Et je suis donc allé voir sur Google Street View pour découvrir depuis combien de temps cet aménagement existe. Et j'ai pu voir qu'il n'a pas été immortalisé en 2022, où il y avait encore un cycliste à cet endroit-là, ni à aucun moment auparavant, même en revenant jusqu'à 2008. Il a donc été créé ici, avec la réalisation des travaux tout récents, et il est en fait là pour annoncer le rétrécissement de la chaussée dû à de nouveaux stationnements pour la police. Oui, vous ne rêvez pas, la bande cyclable qui était présente ici a été supprimée au profit de places de stationnement. Le panneau « Aménagement cyclable recommandé » est encore là et le marquage de la bande cyclable n'a pas encore été complètement effacé. Il reste encore 2 bandes de cet aménagement cyclable qui ont survécu ici. Mais là maintenant, c'est des places de police qui ont été mises en place. Surpris, j'ai donc pris le temps d'appeler la voirie de Paris pour avoir plus d'informations pour savoir où était passé cet aménagement. Et on m'a confirmé que les travaux étaient terminés, que ce n'était pas temporaire, qu'un marquage restait encore à faire, mais que pour l'aménagement, ça ne bougerait pas. Il n'y aura donc pas d'aménagement cyclable sécurisé qui devrait voir le jour ici. Ils ont donc réussi à rendre cet aménagement encore plus dangereux qu'auparavant en créant ce pincement au niveau de la largeur de la chaussée, ce qui fait que les véhicules vont se décaler vers la droite et les cyclistes vont se décaler vers la gauche en même moment, rentrant dans cette avenue Franklin D. Roosevelt.
Le fait d'ajouter du stationnement crée également de nouveaux risques au niveau de l'ouverture du portière, au niveau de l'accès et de la sortie de ces stationnements, un problème qui n'existait pas auparavant. Et cette nouvelle plateforme de bus qui a été réalisée sur cette voie partagée qui a été décalée ne résout aucun problème et obligera le départ des cyclistes sur la voie générale quand le bus devra s'arrêter pour déposer et prendre des passagers, et également le risque que le conducteur de bus coupe la route d'usagers pour rejoindre l'arrêt. Là on voit voilà exactement le problème que je voulais illustrer avec la voie de bus. Le bus va devoir s'arrêter au niveau de la station, coupant la route aux cyclistes. Comme ça a pu m'arriver dans le dernier sujet que j'avais réalisé. Alors pourquoi ce nouvel aménagement pose un problème? Eh bien, le code de l'environnement indique clairement qu'en cas de réalisation ou de rénovation des voies urbaines, des itinéraires cyclables doivent être mis au point. De plus, la jurisprudence a déjà tranché en indiquant que le stationnement n'est pas un obstacle pour la mise en place d'aménagements cyclables sécurisés. Surtout qu'ici, il existe une contre-allée juste à côté et où ce parking aurait très bien pu être mis en place. Ce point peut sembler anecdotique, mais de mon point de vue, c'est une pièce importante dans cette affaire qui n'a jusqu'à maintenant absolument pas été abordée dans les médias. Il est donc important ici que la lumière soit faite sur la responsabilité de chacun, des usagers de la route jusqu'à la ville, et j'espère que la justice éclairera cette affaire. Indépendamment, je tiens à souligner que tous les éléments que je vous ai présentés et l'importance de ces aménagements que je vais développer dans la seconde partie de cette vidéo sont purement factuels et n'ont pas vocation à chercher des responsabilités. Ce n'est pas de mon expertise ni de ma compétence, c'est le travail de la justice et de personne d'autre. Bon. Et en prenant un petit peu plus de recul, à quoi ressemblerait cette place si elle avait été repensée et réaménagée de façon plus sécurisée? Pour imaginer cette réorganisation, je me suis basé sur les recommandations du CEREMA, sur une documentation fournie par Paris Ancel, que je vous mets en description, et sur le code de la route. La première chose que j'ai fait, c'est de m'intéresser à cette zone et de reconsidérer l'espace nécessaire à la circulation. Pour ça, j'ai simplement retracé les continuités des trottoirs pour arriver à cet espace minimal de circulation. Pour compléter cette observation, j'ai également pris le temps d'observer où se plaçaient les usagers et quel espace était utilisé. C'est un travail long où il a fallu que j'observe pendant plusieurs heures à différents moments de la journée le déplacement des usagers. Et finalement, ce type d'observation ressemble beaucoup à ce que l'on peut observer quand de la neige tombe. Le trajet des usagers est alors mis en valeur sur la chaussée et on peut voir l'espace dont ils ont réellement besoin. Bon, une fois que ce travail a été réalisé, on se rend compte de plusieurs choses. Que cet espace et celui-ci peuvent être rendus aux piétons. On pourrait se dire qu'ils sont indispensables à la circulation, mais plusieurs modifications analogues ont montré que supprimer de l'espace n'impactait pas forcément la circulation. Au contraire, cela peut même entraîner une fluidification du trafic. Toujours dans le 8e, c'est ce qui a pu être observé sur la place de la Concorde. Le fait d'avoir piétonnisé une partie de la place a permis de faire baisser le volume du trafic sur ces axes de l'ordre de 5 à 10%. Et à ce propos, je prépare un sujet complet sur cette place. Ce côté peut donc complètement être réorganisé de façon à mettre une voie bus et conserver deux voies de circulation, une pour tourner à gauche et une pour aller tout droit. Cela permettra notamment de limiter le risque de se faire couper la route, car des usagers ici ne comprennent pas le principe des flèches sur le sol et passent par la droite pour ensuite aller à gauche, en créant ainsi des situations dangereuses et en passant au feu vert en même temps que les véhicules qui circulent en face. Le fait de revoir l'accès à la rue François 1er permettra également de sécuriser la traversée des piétons. Actuellement, elle n'est protégée que par des feux. Cette énorme place, la seule mesure qui a été prise pour protéger les piétons, c'est des panneaux qui clignotent. Et les usagers, même à la vue de ces feux, ne s'arrêtent pas pour laisser passer les piétons. Et un autre point, c'est que l'espace devant cette rue est tellement large qu'il permet le stationnement qui cache ce même passage piéton. Cette réorganisation permet également de diminuer le temps de cheminement des piétons. Ceux qui voulaient aller tout droit et circuler de ce côté de la chaussée auront maintenant un feu de moins à patienter et comparé à 3 feux minimum auparavant. C'est un détail, mais ça permet de simplifier le déplacement des personnes à mobilité réduite et encourager ce mode de déplacement. Et la réorganisation de ce carrefour permet également de supprimer une phase de feu, évitant aux piétons d'avoir à traverser en deux temps, ce qui est toujours très mal compris. Bon, maintenant qu'on a fait le tour au niveau des bases du réaménagement de cette place, on va s'intéresser en détail sur comment améliorer et sécuriser les itinéraires cyclables. Au niveau de l'existant, sur cette place, il n'existe qu'une piste cyclable bidirectionnelle sur le trottoir côté sud, une bande cyclable sur le cours de la Reine qui se transforme en pictogramme vélo à suivre au milieu de l'intersection et qui devient une piste cyclable sécurisée une fois cette intersection franchie. Enfin, pour l'instant, c'est en travaux, mais normalement, c'est une piste cyclable sécurisée. Et enfin, cette bande cyclable qui vient du pont des Invalides, qui arrive dans l'intersection et qui se termine sur ce zébra, puis stationnement de police. C'est d'ailleurs dans une situation similaire avec ce manque d'aménagement qu'une cycliste à une centaine de mètres d'ici a perdu la vie face à l'Assemblée nationale. On peut d'ailleurs voir un vélo blanc indiquant le lieu du drame. Depuis cet accident tragique, cet aménagement a complètement été modifié, permettant d'améliorer la sécurité, même si ce n'est pas encore idéal au vu du placement des îlots. Ici, il y a encore un petit loupé, ces îlots ne sont pas dans la continuité de l'aménagement cyclable. Donc les personnes
vont préférer aller là que faire un tour par la droite comme le fait le cycliste ici. Ce qui est un élément important à garder en tête, car si l'îlot est en dehors de l'aménagement, il ne sera tout simplement pas utilisé par les cyclistes. Et on peut d'ailleurs les voir ici continuer tout droit en dehors de la route qui serait idéale pour eux. Ici, il faudrait donc décaler les îlots plus vers la gauche. Et en reprenant cette idée des îlots, mais cette fois-ci bien agencée, voici à quoi ressemblerait cette intersection avec des aménagements cyclables sécurisés et les îlots pour protéger chaque angle au niveau de la giration des véhicules. Ce type d'aménagement devrait se retrouver sur chaque intersection parisienne, idéalement, et dans l'urgence, de façon temporaire, sur les grosses intersections et à la traversée des ponts, car c'est ces zones qui particulièrement représentent un danger et peuvent décourager des usagers à utiliser le vélo. Et pour encourager ces modes de transport dits doux, il y a également la simplification de ces déplacements à prendre en compte. Si on fait un petit tour autour de cette zone, on se rend compte que les rues ne disposent pas de double sens cyclable. Cette voie pourrait aussi être aménagée en double sens cyclable. On voit d'ailleurs qu'il y a des cyclistes qui l'empruntent. Parce qu'on voit que là, toutes les rues, c'est du contresens. Là, c'est du sens unique. Là, c'est du sens unique. Là, il y a un sauve-vélo. Alors, quand on va dedans, c'est un sauve-vélo, mais bon, il n'y a pas d'aménagement cyclable au sol, il n'y a rien, il n'y a pas de logo vélo, c'est démerde-toi. Et à l'entrée de cette intersection, rien n'informe que c'est un double sens cyclable. Chaque voie pourrait donc disposer d'un aménagement en double sens cyclable et sécurisé si la circulation est trop importante ou un simple marquage. Je développais d'ailleurs ce choix d'aménagement dans ce sujet spécial qui parlait des doubles sens cyclables. Et il serait aussi très important de réduire la largeur de la chaussée ou ajouter des ralentisseurs, car la voie large ici permet aux usagers de véhicules motorisés d'atteindre des grandes vitesses. J'ai pu mesurer ici des véhicules qui passent à plus de 60 km/h, alors qu'ici c'est limité à 30 km/h et que j'ai pu voir de nombreux piétons traverser à cet endroit-là. Et en parlant de double sens cyclable, sur le cours Albert et le cours de la Reine, sur le côté nord, il serait intéressant d'aménager une piste bidirectionnelle. Car pour accéder ou quitter cette zone, il n'y a pas d'échappatoire. Il faut faire tout le tour du pâté de maison. Et même si je ne suis pas fan des pistes bidirectionnelles, ce type d'aménagement aurait complètement sa place ici au vu de la difficulté de rejoindre également l'aménagement cyclable qui est de l'autre côté de la chaussée. Pour ça, il faut traverser une autoroute urbaine. Et tant qu'à repenser cet aménagement cyclable, autant prévoir d'y mettre des plateformes de bus déportées. Car ici encore, on se retrouve avec cette plateforme de bus qui est sur le bord de la chaussée et où les conducteurs doivent venir derrière le bord pour déposer et récupérer des passagers en coupant au passage l'aménagement cyclable. Il est toujours idéal d'imaginer des aménagements qui vont créer le moins de conflits possible entre les usagers. Et enfin, sur l'avenue Franklin Roosevelt, il pourrait être intéressant d'imaginer une rue vélo permettant la circulation dans les deux sens de circulation des cyclistes, en remplaçant par exemple ces barrières qui coupent la circulation par un simple filtre modal. Car actuellement, elles réduisent complètement l'intérêt pour les cyclistes d'emprunter cet axe, alors qu'au final, étant peu emprunté, il pourrait offrir un déplacement plutôt sécurisé. Il y a quand même un point que je tiens à préciser, c'est que cette analyse a été faite sans repenser l'ensemble du plan d'urbanisme, juste en adaptant les voies. Mais il est possible d'aller beaucoup plus loin en repensant ce qui pourrait être fait à la place de cette voie express rive droite qui avait été inaugurée le 22 décembre 1967 par Georges Pompidou, quand Paris était encore concentré sur le tout-voiture. Aujourd'hui, les choses changent et il pourrait être intéressant de repenser le besoin. Avant de terminer ce sujet, je tiens à adresser à la famille et aux proches de Sofiane mes plus sincères condoléances. Personne ne devrait risquer sa vie pour un simple trajet à vélo et cette situation me touche particulièrement. Je souhaite également exprimer ma gratitude aux associations qui ont pu suivre de près cette affaire et faire écho pour trouver des solutions. Je pense notamment au collectif Elle à vélo. Vous trouverez leur communiqué en description de cette vidéo. Je tiens également à remercier les relecteurs qui m'ont aidé à vous fournir ce sujet le plus précis possible. Et enfin, un grand merci à tous ceux qui soutiennent ce travail et qui me permettent de travailler à plein temps sur ces sujets, de prendre le temps d'enquêter, de me rendre sur place et de me documenter pour vous fournir toutes les informations afin de mieux comprendre ces situations et, je l'espère, améliorer les choses. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route.